Au plus profond des montagnes autrichiennes se trouve la petite mais pittoresque ville de Holstadt. Mais ceci n'est pas cette ville. C'en est une réplique exacte, construite 9000 km plus loin, vers Hong Kong. On y trouve de l'architecture européenne, de la cuisine chinoise et un flux de circulation tel celle de la Corée du Nord. Car de jour, c'est la capitale de la région en termes de photos de mariage. Mais après le coucher de soleil, ces chalets deviennent remarquablement silencieux. Les villes sosies de Chine, représentant Paris, Londres et Jackson Hole, Wyoming, ne sont pas les seules à vivre cette vacuité. À différents endroits à travers la Chine, il y a beaucoup plus de maisons que de gens. De longues rangées d'appartements, voire même de villes entières, sont complètement ou majoritairement vides. Au total, environ 50 millions d'unités, soit 22% de la totalité des logements urbains chinois, mais cela ne veut pas dire que ces maisons ne sont pas en train d'être achetées. Parce qu'elles le sont, comme des petits pains. Il y a 10 ans de cela, la plupart des gens achetaient des maisons pour la première fois. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Les secondes maisons sont majoritaires et les gens achètent presque autant de troisième maisons que de premières. Et ces maisons ne sont pas bon marché. À Los Angeles, le prix par pied carré est de 633 $. À Shenzhen, il est de 805 $. Et fermez les yeux, parce que vous ne voulez même pas connaître le prix à Hong Kong. Maintenant, pensons aux différences de salaire. Le salaire annuel à Shenzhen est de 7500 $, comparé aux 60 000 $ de Los Angeles. Il y a clairement quelque chose qui cloche. Les Chinois achètent des maisons comme les États-Uniens achètent des voitures, mais les laissent vides et personne n'est sûr de la provenance de l'argent ou de la raison pour laquelle ces maisons sont construites. L'explication habituelle est que le gouvernement chinois a un tel besoin de croissance économique qu'il construit des ponts qui mènent à nulle part et des maisons juste bonnes à regarder. Mais ce n'est qu'une partie d'une histoire bien plus longue. Les problèmes de la Chine commencent par son système politique. Le gouvernement central est le niveau le plus élevé de son seul parti. Ici, les lois sont écrites et l'avenir de la nation est décidé. Beijing est l'autorité absolue. Elle désigne tout le monde, des secrétaires au gouverneur, et n'hésite pas à leur changer de place. Du moment qu'un seul fonctionnaire gagne trop en influence. Mais ce serait aussi une erreur de voir la Chine comme un seul pouvoir singulier. Car sous le gouvernement central existe un réseau de divisions locales. 22 provinces régionales, 4 municipalités, 4 régions autonomes et 2 régions administratives spéciales. En dessous de ce niveau-là existent plus de 300 préfectures, suivies des comtés, cantons et villages à l'importance moindre. Tout comme les Californiens ont des préoccupations différentes de celles des Texans ou des Floridiens, la Chine est un grand pays, et les intérêts d'un exportateur coastal comme Shenzhen sont totalement différents de ceux d'une région plus indépendante comme la Mongolie intérieure. Il en va de même pour les différents niveaux de gouvernement. Si Beijing écrit les règles, ce sont les villes qui les appliquent et les imposent, souvent très différemment. Et il existe un petit détail gênant. Les villes ne reçoivent que 40% revenu fiscal, mais sont responsables de 80% de leurs dépenses. Donc naturellement, elles ont besoin d'une autre source de revenus. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. En Chine, les terres rurales sont une propriété collective. Tout le monde et personne ne les possède, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas être le lieu d'un nouvel appartement de luxe. Mais heureusement pour les villes, elles ont le pouvoir de redécouper les terres pour rendre le rural urbain, faisant en sorte de pouvoir construire dessus. En d'autres mots, elles sont en possession d'une machine à imprimer de l'argent. Regardez, d'abord une ville achète de la terre rurale bon marché, puis la redéfinit comme étant urbaine, et enfin la vend à des développeurs à un prix qui est maintenant beaucoup plus élevé. Comme par magie. Encore et encore. Les villes obtiennent le cash dont elles ont tant besoin, et les développeurs construisent des logements à tout va. Mais contrairement aux États-Unis, la Chine interdit à ses gouvernements locaux d'emprunter de l'argent. Toutefois, il existe ici encore un échappatoire. Les villes peuvent créer un véhicule financier de gouvernement local, en d'autres mots, une compagnie appartenant à l'État. En donnant à la ville cette nouvelle terre urbaine, la compagnie peut faire ce que la ville ne peut légalement pas, emprunter de l'argent, auquel pourra être utilisé pour construire des routes, des écoles et parfois des sosies de villes autrichiennes. C'est tellement efficace que, certaines années, les ventes de terres constituent 40% des revenus du gouvernement local. De plus, toute cette construction augmente le PIB, qui est justement le moyen par lequel les fonctionnaires obtiennent des promotions. C'est un système parfait, du moins jusqu'à ne plus l'être. Si ou quand les prix du logement sont en baisse, les revenus de la ville le sont aussi, et tous ces prêts ne vont probablement pas disparaître par magie. Beijing veut éviter une crise du logement, mais les villes veulent juste survivre, et les gouverneurs veulent être promus, ce qui fait que les deux entités s'opposent l'une à l'autre. Éventuellement, les villes n'ont plus de terre à vendre et n'ont nul autre choix que d'en construire. Comme celle-ci qui a dépensé 2 milliards de dollars pour faire sauter des cimes de montagne. Au fait, ces développeurs qui achètent une terre sont obligés de l'utiliser, ce qui mène à plusieurs maisons de qualité moindre, souvent construites à la va-vite. Et ceci nous mène à notre deuxième question. Pourquoi les gens achètent-ils? Et pourquoi le font-ils comme si leur vie en dépendait? D'abord, parce que, d'une certaine manière, c'est le cas.
Grâce à la célèbre politique de l'enfant unique, l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes en Chine équivaut à la population entière du Canada, ce qui mène à une compétition féroce pour le mariage. Les hommes doivent posséder au moins une propriété pour être vus comme des candidats potentiels. C'est l'un des éléments les plus importants du statut social. Pour de nombreuses personnes, l'immobilier n'est pas qu'une opportunité, c'est une nécessité sociale. À cause de cela, les membres d'une famille et leurs amis regroupent leurs ressources pour aider leurs enfants à acheter des maisons. Et c'est comme ça qu'un pays avec un PIB par habitant équivalent à celui de la République dominicaine peut se permettre des maisons parmi les plus chères de la planète. L'autre facteur important est le fait que les citoyens chinois économisent, comme des fous. En ce qui concerne le fait d'économiser de l'argent, il y a la Chine, et puis il y a le reste du monde. Si les Européens mettent 4% de leurs revenus disponibles dans leur tirelire, les Chinois y mettent presque 40%. Le problème qui se pose est donc, où peuvent-ils le mettre? Le marché boursier domestique chinois est beaucoup trop risqué, et les banques du pays sont souvent vues comme étant imprévisibles. Ce qui fait de l'immobilier le meilleur ami d'un investisseur chinois. Tout seul, il compte pour 70% de l'intégralité de la richesse des ménages. En plus, les taxes sur l'immobilier sont d'un magnifique 0%. Quand les taxes sont seulement payées de prime abord, pourquoi ne pas acheter le plus vite possible et garder la propriété indéfiniment? Mélangez tout cela et vous avez une recette pour un marché immobilier de l'extrême. Non moins de 90% des maisons chinoises sont la propriété de leurs résidents. En Europe et aux États-Unis, les chiffres sont respectivement de 69 et 64%. Et en parlant de chiffres démentiels, 94% des millénaires chinois, qui ne sont pas déjà propriétaires, planifient d'acheter pour les 5 prochaines années. Quel autre sujet pourrait mettre 94% des gens d'accord? Si bien que même la Chine ne peut pas étancher cette soif pour l'immobilier. Malgré des lois contre ça, des milliards de dollars sortent du pays chaque année vers des propriétaires à l'étranger. C'est tellement commun dans des endroits comme Vancouver que, plus tôt cette année, la ville a mis en place une taxe de 20% pour les étrangers. L'ironie du sort est que tandis que Beijing et Hong Kong ont si peu de place que les gens sont forcés de dormir sous terre. Ces 50 millions de maisons ne trouvent pas de locataires. Alors, si vous vivez en Californie, je crois que je vous ai trouvé un échappatoire. Bref, ces maisons sont non seulement achetées sans intérieur, littéralement juste des murs de béton, mais elles sont généralement situées hors des centres-villes, là où il n'y a pas autant d'opportunités professionnelles. On pourrait croire qu'éventuellement les gens vont venir, et la spéculation deviendra réalité. L'est de Shanghai, par exemple, a un jour été la risée de Milton Friedman, car c'était complètement vide. Aujourd'hui, sachant que c'est la capitale financière du monde avec un PIB de 400 milliards, on peut affirmer sans trop de risques qu'elle a détrompé ses détracteurs. La Chine déplace en ce moment 300 millions de personnes de la campagne vers la ville. Et bien entendu, ces gens auront besoin d'un endroit pour vivre. Inévitablement, plusieurs de ces villes vont prendre vie. Ça ne veut pas dire que tout va pour le mieux. D'abord, souvenez-vous que la vaste majorité des maisons vides sont très chères. Ce ne sont pas le genre d'endroit que l'on achète quand on vient d'une ferme campagnarde. En plus, toutes ces maisons ont une date d'expiration. En Chine, un immeuble peut être acheté, mais la terre sous lui ne peut être que louée, du gouvernement pour 70 ans. Après ça, nul ne sait si la possession pourra être renouvelée. Et si oui, combien ça coûtera? Mais en vérité, 70 ans, c'est assez optimiste. Pensez-y, si construire est bénéfique pour le PIB, pourquoi le faire une seule fois si l'on peut construire et reconstruire chaque année? C'est un peu comme l'iPhone, tant que vous voudrez passer à l'étape supérieure chaque année, Apple se feront un grand plaisir de vous vendre un nouveau téléphone. Ça ne les dérange pas du tout. Sauf que dans le cas de l'immobilier chinois, les développeurs sont encouragés à parier à court terme. Sachant qu'une maison ne va durer que quelques décennies, ils utilisent donc des matériaux de moindre qualité. Pendant ce temps, les villes continuent d'emprunter et les prix de l'immobilier continuent de grimper de manière insoutenable. Bien entendu, Beijing sait déjà tout ça. Elle est au courant de la bulle et des risques que celle-ci représente, et elle sait plus ou moins comment arranger ça. Ce qui consiste en un ralentissement des prêts, une mise au pas des gouvernements locaux et l'inauguration d'une taxe immobilière comme à Shanghai. Le problème est que l'immobilier est tellement lié au PIB que n'importe laquelle de ces solutions risquerait de ralentir gravement l'économie du pays. Dans les décennies qui viennent, le monde observera la Chine tandis qu'elle fera de son mieux pour trouver un équilibre entre ses énormes challenges et son désir insatiable d'accroître son économie et de réaliser le rêve chinois.